Les dirigeants des deux principales économies se sont rencontrés la semaine dernière à Pékin. S'il subsiste un doute sur le pays sorti renforcé de cette rencontre, je vais vous expliquer les faits essentiels. Parce que sans doute le fait le plus marquant du sommet États-Unis-Chine de cette année, c'est la nouvelle perspective de Trump sur la Chine. Écoutez simplement comment Trump parlait auparavant. Nous ne pouvons pas continuer à permettre à la Chine de piller notre pays. La Chine prend nos emplois, notre argent. Juste après avoir vu Xi Jinping en Chine, voici ce qu'a dit Trump. Notre relation a été fantastique. J'ai beaucoup de respect pour la Chine. Waouh! Un virage à 180 degrés de Trump a passé des années à affirmer que la Chine représente la plus grande menace pour l'avenir des États-Unis. C'est devenu une conviction chez de nombreux électeurs républicains. Par exemple, quand des entreprises chinoises ont acheté des terres agricoles américaines, voici la réaction initiale de Trump. Nous refusons que vous achetiez nos terres. Nous ne voulons pas que vous preniez nos terres et que vous les retiriez du marché. Écoutez Donald Trump expliquer pourquoi la Chine, achetant des terres agricoles américaines, serait en fait la meilleure chose qui puisse arriver aux agriculteurs américains. Vous souhaitez voir les prix des terres agricoles baisser et les agriculteurs perdre de l'argent? Retirez simplement cela du marché. Incroyable. Encore un revirement total. Et les étudiants chinois venant en Amérique? Les républicains ont longtemps affirmé que les étudiants chinois étaient tous des espions liés au gouvernement et à l'armée chinoise. Écoutez simplement la rhétorique de Trump avant ce sommet. Il y a environ 31%, presque 31% d'étrangers qui viennent à Harvard. C'est trop parce que nous avons des Américains qui veulent y aller. Trump estime désormais que les étudiants chinois sont essentiels au succès durable des universités américaines. Je pourrais leur dire que je ne veux aucun étudiant. C'est très insultant de dire ça à un pays. Si vous voulez voir un système universitaire mourir, retirez-en 1,5 million de personnes. Vous voyez, malgré des années de rhétorique anti-Chine, la réalité est que les États-Unis dépendent désormais de la Chine plus que jamais. L'équipe de Trump a parcouru la moitié du globe pour demander l'aide de la Chine et la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous atteignons bientôt les 90 jours de la guerre de Trump contre l'Iran, sans porte de sortie pour le président américain. Et le simple fait qu'il ait dû se rendre à Pékin et demander l'aide de Xi Jinping vous montre à quel point l'équilibre géopolitique a radicalement changé ces dernières années. Soyons clairs, les Chinois ne vont pas nous aider à mettre fin à la guerre en Iran. Même s'ils le pouvaient, c'est une affirmation ridicule. Cela donne une image de faiblesse du président. Il supplie les Chinois d'ouvrir le détroit d'Ormuz que sa guerre a fermé. Pensez à l'image de faiblesse que nous donnons aux yeux du reste du monde en suppliant les Chinois de faire ce travail à notre place. Mais commençons l'analyse d'aujourd'hui par le moment où Donald Trump est descendu de l'Air Force One et a été accueilli par 500 étudiants chinois agitant des drapeaux avec enthousiasme, souriant et sautant de joie pour saluer le président américain à Pékin. La vérité est simple. Et cela a été mis en avant dans cette publication sur X, qui a reçu plus de 2 millions de vues, et disait simplement « Mince, le président Xi, c'est vraiment ce que Trump aime. » Donald Trump est sûrement le plus grand narcissique du monde. Pour rétablir l'équilibre, la Chine n'avait qu'à dérouler le tapis rouge, couvrir Donald Trump d'éloges, et il se laissait aussitôt flatter. Vous voyez, pour les fervents partisans de MAGA, ils ont interprété cette image de Donald Trump marchant sur le tapis rouge comme un signe que l'Amérique était à nouveau respectée sur la scène internationale. Ils estiment que Joe Biden n'aurait pas reçu un tel accueil, et ils ont sans doute raison, car la Chine maîtrise le jeu. En flattant l'ego de Donald Trump, la Chine a influencé son état d'esprit et modifié ses convictions. Donald Trump a reconnu à Fox News que Xi Jinping est un ami personnel et un être humain exceptionnel. On parle là d'une victoire politique pour la Chine. Nous ne faisons qu'effleurer le sujet, car quand les présidents américains et chinois se rencontrent, ils ne sont jamais seuls. Au total, 17 PDG américains accompagnaient Donald Trump à Pékin, parmi les hommes d'affaires les plus importants des États-Unis. Bien sûr, Elon Musk de Tesla et Jensen Huang de Nvidia étaient présents, entourant Donald Trump lors du sommet. Mais à l'arrière-plan, il y avait Tim Cook d'Apple, Larry Fink de BlackRock, ainsi que les PDG de Boeing, Citibank, Goldman Sachs et Qualcomm, pour n'en nommer que quelques-uns. La Chine a désormais compris l'enjeu et a fait venir les principaux PDG chinois pour accompagner le président Xi. De Xiaomi et Lenovo à la société mère de TikTok, ByteDance, et au géant automobile Fuyao Glass. Pékin a clairement indiqué que ce sommet n'était pas seulement du théâtre politique. La Chine voulait mettre en avant l'énorme écosystème industriel et technologique qu'elle a mis des décennies à construire. Contrairement au passé où les entreprises américaines dominaient l'économie mondiale, de nombreuses entreprises chinoises concurrencent désormais directement certaines des plus grandes sociétés américaines.
Mais avec tous ces PDG de renom réunis sous un même toit, est-ce qu'un des deux camps a réellement conclu d'importants accords commerciaux? Parlons du secteur aérien. L'équipe Trump a fièrement annoncé que la Chine achèterait 750 avions Boeing. Si c'est vrai, ce serait la plus grande commande aéronautique de l'histoire et une victoire politique majeure pour la Maison-Blanche. Mais il y a juste un problème. En réalité, l'action Boeing a chuté de près de 5% après le sommet, car la Chine n'a confirmé qu'une commande de 200 avions. Alors, l'accord porte-t-il sur 750 avions? 200 avions, ou potentiellement aucun? Pour l'instant, les deux parties ne sont d'accord qu'en principe. En réalité, aucun de ces chiffres n'a d'importance tant que des compagnies aériennes chinoises individuelles comme Air China, China Eastern ou China Southern ne commencent pas à signer des contrats d'achat. C'est ce que les investisseurs vont surveiller dans les 90 prochains jours. Si les compagnies aériennes ne font jamais ces annonces, l'accord sur les 750 avions n'était qu'un effet d'annonce politique. L'agriculture mérite aussi examen. Pendant des années, la Chine a été le principal acheteur de soja américain et un marché clé pour les agriculteurs américains. En fait, des secteurs entiers de l'agriculture américaine sont devenus fortement dépendants de la demande chinoise. Trump a fièrement annoncé que la Chine s'est désormais engagée à acheter pour 17 milliards de dollars de produits agricoles américains par an au cours des 2 prochaines années. À première vue, cela semble une grande victoire pour la Maison-Blanche. Mais voilà le problème. Pendant les années Biden, la Chine achetait déjà en moyenne plus de 30 milliards de dollars de produits agricoles américains chaque année. En d'autres termes, Donald Trump célèbre maintenant un accord commercial qui est nettement inférieur à celui qui existait déjà avant que sa guerre tarifaire ne perturbe les échanges entre les deux pays. C'est devenu une habitude dans la politique étrangère de Donald Trump, qui présente souvent ces négociations comme de grandes victoires pour l'Amérique. Mais en comparant les chiffres, le nouvel accord place souvent les États-Unis dans une position plus faible qu'avant. La plupart des gros titres disent juste que la Chine rachète du soja américain. Mais en réalité, la relation commerciale globale n'est toujours pas revenue à son niveau d'avant l'escalade des droits de douane et des tensions géopolitiques. Passons maintenant au point principal de la visite de Trump à Pékin, qui concernait surtout la guerre contre l'Iran. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Trump n'a aucune issue viable pour sortir de cette guerre, et l'économie mondiale ne peut tout simplement pas supporter que cette guerre se poursuive sans finir de façon catastrophique. Une fois de plus, nous voyons ici un exemple clair des contradictions de la politique étrangère de Trump. Sous le président Obama, les États-Unis et l'Iran avaient déjà négocié un cadre qui limitait le programme nucléaire iranien, en échange d'un allègement des sanctions. Mais Trump a attaqué à plusieurs reprises l'accord, l'a qualifié de pire accord jamais conclu, et a finalement tout démantelé après son entrée en fonction. Après l'effondrement de l'accord, l'Iran a nettement renforcé son influence régionale. Trump a lancé une guerre contre l'Iran, croyant à tort pouvoir dominer ce pays comme avec le Venezuela. Mais l'Iran a prouvé au monde qu'il pouvait non seulement survivre aux attaques, non pas d'une, mais de 2 puissances nucléaires que sont les États-Unis et Israël. La décision de Trump d'attaquer l'Iran s'est retournée contre lui, car l'Iran a immédiatement réussi à contrôler le détroit d'Ormuz, ce que Trump lui-même a admis ne pas avoir cru possible. Et maintenant, l'équipe de Trump admet que tout leur objectif avec la guerre contre l'Iran est de ramener le détroit d'Ormuz exactement dans le même état qu'avant la guerre. On peut dire qu'ils n'ont ni plan ni réflexion stratégique. Et c'est là que l'histoire devient incroyablement ironique, car maintenant, après des années à attaquer l'accord iranien d'Obama, Trump se retrouve soudainement à essayer désespérément de négocier un nouvel accord à partir d'une position bien plus faible. L'Iran ne cédera sans doute jamais le contrôle du détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien gagne une somme considérable en faisant payer un péage aux navires pour traverser le détroit et n'accepte que la monnaie chinoise comme moyen de paiement légal pour passer. Encore une fois, cela montre à quel point la Chine a désormais de l'influence sur la scène mondiale. Alors que Trump sollicitait l'aide de la Chine à Pékin pour rouvrir les routes commerciales mondiales, les pétroliers chinois traversaient déjà le détroit d'Ormuz sans grande perturbation. En d'autres termes, du point de vue de la Chine, la crise n'a jamais été si grave que cela, car Pékin a passé des années à renforcer ses liens économiques avec l'Iran, tout en réduisant son exposition au pétrole, en devenant le premier producteur mondial d'énergie renouvelable. Pour illustrer la solidité de l'économie chinoise durant la crise énergétique, consultez ce graphique de Bloomberg. Les importations de pétrole brut de la Chine ont chuté de 20% d'un mois sur l'autre en avril, pour atteindre seulement 8,2 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis au moins 2 ans. Au cours des 3 derniers mois,
Les compagnies pétrolières d'État chinoises ont revendu des cargaisons de brut à des acheteurs européens et asiatiques, signe que les niveaux de stock sont confortables, malgré une pénurie mondiale d'approvisionnement. Cela montre à quel point l'économie chinoise compte pour le monde et pourquoi Trump est à Pékin. Parce que, alors que l'ensemble du marché pétrolier mondial connaît de graves pénuries, les Chinois disposent de suffisamment de pétrole, non seulement pour alimenter leur propre économie, mais aussi pour exporter du pétrole supplémentaire vers d'autres marchés qui en ont le plus besoin. La plus grande victoire géopolitique pour la Chine concerne sans doute Taïwan. Croyez-moi, cela pourrait fortement impacter l'avenir de l'économie mondiale et l'équilibre des pouvoirs en Asie. Taïwan a toujours été la question la plus sensible entre les États-Unis et la Chine. Washington s'est longtemps présenté comme le principal soutien de Taïwan, alors que Pékin a souvent rappelé que Taïwan constitue une ligne rouge pour la Chine. Et alors que le monde observe des guerres éclater au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, de nombreux analystes pensent que Taïwan pourrait devenir le prochain grand point de tension géopolitique entre les deux plus grandes superpuissances mondiales. Après avoir rencontré Xi Jinping à Pékin, le ton de Trump sur Taïwan a semblé changer radicalement. Écoutez ce qu'il a dit. Si vous regardez l'histoire de Taïwan, Taïwan était développé parce que nous avions des présidents qui ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Parce que s'ils avaient mis des droits de douane sur les puces importées, elles ne seraient jamais parties. Tout tournait autour d'Intel et tout tournait autour de nos fabricants de puces. Ils ont volé notre industrie des puces. Je dis ça depuis des années. J'ai dit, pendant des années, ils ont volé nos puces. Si un de nos présidents avait dit, on met 100% de taxes sur les puces, vous pouvez partir. Vous pouvez construire à Taïwan, mais si vous voulez le vendre aux États-Unis, on va mettre une taxe de 100% ou 200%. Nous n'aurions jamais perdu ce secteur. Nous avons perdu l'industrie des puces. Tout revient, je le dis. Ah, Taïwan ferait bien d'y aller un peu plus doucement. Trump a ouvertement suggéré que Taïwan devrait se calmer un peu, tout en accusant également Taïwan d'avoir volé l'industrie des semi-conducteurs américaines. Cela a immédiatement déclenché une réaction négative à Washington, car de nombreux républicains et démocrates ont interprété les propos de Trump comme un signe que les États-Unis pourraient assouplir leur soutien de longue date à Taïwan. Il reste peu probable que Trump veuille vraiment changer fondamentalement la politique américaine. Trump doit téléphoner à la dirigeante de Taïwan concernant la vente d'armes supplémentaires à l'île. Mais du point de vue de Pékin, le simple fait d'entendre un président américain faire publiquement pression sur Taïwan plutôt que sur la Chine représente une victoire psychologique et diplomatique majeure. Pour résumer le sommet États-Unis-Chine, écoutez les paroles du professeur Philip O'Brien de l'université de St. Andrews. Il est étonnant de voir à quel point la presse analyse peu le déclin des États-Unis sous Trump. Les États-Unis n'ont reçu aucune aide sur l'Iran, ont été réprimandés sur Taïwan, évoquent un contrat Boeing non confirmé par la Chine, et Trump a fait des concessions sur les étudiants chinois et les puces électroniques. Le président Xi a même insulté la puissance américaine. Et pourtant, cela est présenté comme un événement modestement réussi. C'était un échec stratégique pour les États-Unis, marquant un moment clé du déclin américain. J'approuve totalement les propos du professeur O'Brien. Et ce qui est le plus fascinant, c'est à quel point une grande partie des médias occidentaux est déconnecté de la réalité de ce qui se passe réellement sur le terrain en Chine. Un article du Wall Street Journal est récemment devenu viral après avoir posé la question suivante. L'avenir n'est pas chinois. Nous avons Apple, la NBA et Sydney Sweeney. Qu'ont-ils, eux? Mesdames et messieurs, voilà où en est le journalisme grand public en 2026. Croire que le fait d'avoir Sydney Sweeney constitue en quelque sorte un atout géopolitique. En réalité, cet article montre à quel point la plupart des Américains comprennent peu la Chine en 2026 et pourquoi il est encore plus important que les gens fassent leurs propres recherches et cherchent des voies indépendantes sur place en Chine pour avoir de vraies perspectives. La Chine a passé les 2 dernières décennies à construire une position dominante dans l'industrie manufacturière, des infrastructures de classe mondiale, des trains à grande vitesse, la sécurité énergétique et des écosystèmes technologiques capables de rivaliser directement avec l'Occident. Et cela s'est reflété lors du sommet États-Unis-Chine de cette année. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, s'est rendu à Pékin avec Donald Trump pour une raison simple. Il voulait que les entreprises technologiques chinoises achètent les puces H200 de Nvidia. Lors du sommet, 10 entreprises chinoises ont été autorisées à en acheter. Mais devinez ce qui est arrivé. Aucune entreprise n'a passé commande. Et la raison est très simple. Huawei fabrique désormais une puce nationale qui est suffisamment performante pour la plupart des opérations. Et Donald Trump impose un tarif douanier de 25% à la Chine sur chaque microprocesseur Nvidia, ce qui rend ces puces américaines tout simplement trop chères.
Encore une fois, c'est une autre erreur de calcul de la part de Trump, et cela montre à quel point les États-Unis ont en réalité peu gagné lors de ce sommet. Et que les gens veuillent l'admettre ou non, ce sommet a révélé quelque chose qui aurait été presque impensable il y a 20 ans. Le président des États-Unis s'est rendu à Pékin, non pas en position de force, mais parce que Washington a de plus en plus besoin de la coopération de la Chine pour stabiliser l'économie mondiale, gérer les conflits internationaux et maintenir le commerce mondial. Merci à tous d'avoir pris du temps dans votre journée pour le passer avec moi ici sur YouTube. J'enregistre cette vidéo depuis ma chambre d'hôtel à Hong Kong, car je suis revenu en Chine pour l'été, et entame un voyage de 2 mois à travers le pays, que je vais documenter sur YouTube. Donc, si c'est la première de mes vidéos que vous regardez, et que vous voulez les meilleures informations sur la Chine, assurez-vous de vous abonner, laissez un commentaire ci-dessous, et j'ai hâte de vous retrouver tous très bientôt dans notre prochaine vidéo.